peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Je vous souhaite la bienvenue dans la saison 3 de Tout peut changer. Je peux pas croire que je suis déjà rendue là, que je suis déjà en train de vous parler de la troisième et la dernière saison, de Tout peut changer. C'est incroyable, c'est fou comment que le temps passe vite. Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans cette nouvelle saison de Tout peut changer. Il suffit d'y croire. Un podcast qu'on a parlé d'un sujet vraiment pas facile au cours des 2 dernières saisons, la violence conjugale. On va parler dans la saison 3 de la reconstruction. On va aller un petit peu plus en détail. Je vous ai parlé un peu de mon cheminement, un peu comment que maintenant je suis rendue, mais là, on va vraiment aller plus en profondeur. Donc, dans mon premier épisode, on va parler au commencement, comment que j'étais au commencement de ma reconstruction, comment que je pouvais être dans le déni de la violence. Puis, dans cette troisième saison-ci, je vais vous partager, comme je viens de dire, ma reconstruction et je vais vous partager mon chemin que j'ai parcouru. Vous allez voir, ça n'a pas été si facile que ça. Tu sais, quand je dis « il suffit d'y croire, là, tout peut changer », oui, c'est vrai, mais c'est pas facile. Puis il faut quand même y mettre un peu du sien. Hein? Puis, ce que je voulais faire aussi avec l'entremise de ce podcast-là, c'était de venir vous dire que il y a de l'espoir. On peut vraiment, si on le veut pour vrai, on peut, oui, venir changer les choses et venir évoluer et travailler sur nous pour devenir une meilleure version de soi-même. Puis, j'aimerais ça, par l'entremise de mes témoignages, de vous démontrer qu'il y a de l'espoir, puis que l'espoir y existe. Puis l'espoir, oui, il y en a. Puis, des fois, on dirait qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas là, mais croyez-moi, il est là à quelque part pas loin. On va pouvoir le trouver. Mais il ne faut pas désespérer, mais vraiment pas. Parce que, comme que je viens de dire, même si on n'y croit plus, il y en a encore caché là, à quelque part, au fond de nous autres. Il est là l'espoir. Il ne faut juste pas lâcher, puis il faut juste pas... C'est ça, il ne faut juste pas lâcher et perdre patience. Puis, je vous le dis, ça vaut la peine ça vaut la peine, cette patience-là, de l'attendre, puis faire ce travail-là sur nous. C'est comme pas facile, je viens de le dire, mais ô combien valorisant quand on finit par y arriver. Je vous le dis, là, quand on finit par arriver à s'en sortir,
je peux vous dire, le niveau de satisfaction qui existe en nous à ce moment-là, il est juste wow! C'est wow, je vous le dis. Vous allez être fiers de vous. Puis surtout, quand que vous allez être fiers de vous en avoir sorti de cette violence conjugale-là, surtout, reconnaissez-vous. Très important de se reconnaître dans tout ça. Avec tout ce chemin qu'on vient de parcourir là, c'est important de reconnaître ce qu'on vient de faire, où qu'on est parti, où est-ce qu'on est rendu. Alors, je vous ramène à la fin de ma relation toxique. Quand que je suis revenue ici au Québec, puis c'est là que le travail sur ma reconstruction a vraiment commencé. Donc, si vous avez manqué un peu de ça, de cette histoire-là, je vous invite à aller écouter ma saison 2. Vous allez découvrir un petit peu plus sur comment que je m'en suis sortie. Donc, je vais vous ramener un peu à la fin de ma relation toxique quand même, pour pouvoir vous donner une petite idée où que tout ça a démarré, cette reconstruction-là. Même si je croyais pas du tout que j'étais aux prises d'un conjoint violent, mais non, mais vraiment pas. Je ne croyais pas, moi, là, que j'étais aux prises d'un conjoint violent, pervers, narcissique, manipulateur. Quand j'ai été chercher de l'aide, c'est parce que c'était le directeur de la protection de la jeunesse, ou le DPJ, qui m'avait fortement recommandé de le faire. Je savais pas pourquoi il me... je savais pas... Oui, c'est ça, je savais pas pourquoi il me le demandait, mais il me demandait d'aller me chercher de l'aide. Au départ, je peux-tu vous dire que j'étais envahie par une honte immense qui m'habitait. J'avais honte d'aller demander cette aide-là. Ça, là, ça a vraiment été difficile pour moi, mais je peux vous garantir que cette aide-là, au fil du temps, elle a été très précieuse. Je ne le savais pas au début que c'était pour m'avérer une très grande aide et que c'était pour m'aider à me développer encore plus. Au début, j'étais pas là. Donc, fais-toi-en pas. Si tu es une victime de la violence conjugale, si tu trouves que l'aide au début, elle donne pas grand-chose, puis que tu fais ça pour faire plaisir à d'autres personnes, comme on dit ici, pour fermer le clapet à certaines personnes, tu vas aller chercher de l'aide. Au pire, fais ça pour ça au début, c'est ça que j'ai fait. OK? Je m'en cache pas. Au début, je suis allée chercher cette aide-là juste parce que il y avait des PJ qui me disaient « va chercher de l'aide », fait que j'ai été chercher l'aide. Parce que je voulais arrêter de n'entendre parler. C'est des années plus tard que je réalise que cette aide-là, my God, est hyper précieuse pour moi. C'est quelque chose de vraiment une bénédiction. Carrément une bénédiction. Je me souviens encore, vous auriez dû me voir. Je me souviens que l'intervenante du DPJ, elle m'avait donné une liste de ressources à contacter. Je venais tout juste de m'installer dans le Nord, dans les Laurentides au Québec. Puis la seule personne que moi je connaissais à l'époque, à ce moment-là, qui y demeurait, c'était mon père. Puis lui, il demeurait là depuis plusieurs années, là, près de 20-25 ans qu'il demeurait là.
Comme on dit, là, je l'aime bien gros, mon papa, là. Sauf qu'à l'époque, il pouvait vraiment pas m'aider dans ce sens-là que j'avais besoin d'un support un peu plus professionnel, si on peut dire ça comme ça. Je me souviens encore, écoute, c'était quelque chose. Je m'en vais avec ma petite liste de qu'est-ce que la DPJ m'a donné. Je m'en vais dans la chambre, en cachette. Puis je m'enferme dans cette chambre-là que mon père m'avait arrangée pour moi et mon garçon, pour nous accueillir quand on est revenu de la Colombie-Britannique. Je suis de nature gênée. Là, c'est pire. Je suis gênée, puis j'ai honte. Je me sens même les joues bouillir et devenir rouge. Pourtant, je suis toute seule dans ma chambre. Mais je me sens quand même tellement aux prises avec cette gêne-là que c'est ça qui m'est arrivé. Je finis par prendre le téléphone. Je compose le numéro du Centre de femmes victimes de violences conjugales. Je me souviens encore que je parlais vraiment à voix basse. Il n'était pas question que mes parents dans la pièce d'à côté entendent ce que j'ai à dire. Oublie pas, j'ai honte. Je voulais pas qu'ils entendent que je commençais à dire des choses par rapport à ma relation toxique. Je voulais pas qu'ils entendent que mon ex, il m'avait maltraitée. Il y avait déjà assez de la peine comme ça pour moi. Je voulais pas en rajouter une couche en plus. J'ai dû parler 10-15 minutes environ avec la dame au bout de la ligne. À la fin de mon appel, j'avais mon premier rendez-vous. C'est là que j'ai dit à mes parents, en sortant de ma chambre, je viens de parler avec le Centre de femmes victimes de violences conjugales. J'ai mon premier rendez-vous. Je vous raconte. L'intervenante, elle s'appelait Suzanne Lefebvre. Facile à retenir, parce que c'est le même nom que ma mère. C'était quoi les chances? Commence ma séance avec l'intervenante en question. Au bout de 5 minutes, pas de farce, pas bébé plus, là. Elle me dit: « T'as été une victime de la violence conjugale. » Oh my God, je me revois encore. Je me revois encore assise dans son bureau. Elle en face de moi. Puis t'aurais dû me voir. Je m'en souviens de ma réaction comme si c'était hier. Je me redresse sur ma chaise, puis je lui dis: « Moi, ça, victime de violence conjugale, ben voyons donc, tu te trompes. S'il y a de quoi, c'est moi la méchante. Je n'arrêtais pas de donner des coups à mon ex. Fait que c'est moi qui est la méchante dans tout ça. » Comme on dit, l'intervenante en a vu d'autres avant moi. Puis là, elle me demande: « S'il ne t'avait pas provoqué, s'il ne t'avait pas donné des coups, lui, est-ce que tu aurais été du genre à le faire? » Ben, c'est sûr que non, que j'y ai répondu. Fait que là, elle m'a expliqué que ce n'était pas moi la personne violente, mais mon partenaire. Puis la raison pour laquelle j'agissais comme ça, c'était un mécanisme d'autodéfense. Mais à cause de la relation toxique,
toute réaction que j'avais, c'était de ma faute et je l'avais provoquée. C'est ça qu'il a fallu que j'aille tout retravailler et déconstruire. Puis entre toi et moi, là, ça a été vraiment long. Vraiment, ça a pris très longtemps, très, très, très longtemps avant de l'accepter. Au fond de moi, là, je le croyais vraiment, là, très sincèrement, là, que j'avais mérité tous les coups que j'avais reçus. Oui, chacun était mérité. Oublie pas, là, après tout, il avait toujours justifié mes coups qu'il me donnait. Ou les attitudes avec lesquelles il agissait avec moi, il justifiait tout. Donc, il a réussi à me faire entrer des paroles dans ma tête. Puis ces paroles-là, ça a causé des conséquences et j'ai fini par y croire. J'ai fini par croire chacune des insultes. Chacun des coups était mérité. Oui, t'as bien compris. Chacun des coups qu'il me donnait, comme que je dis depuis tantôt, je le croyais mérité. Ces êtres-là, là, pervers, narcissiques, manipulateurs, violents, contrôlants, sont tellement bons dans leur petit jeu là, qu'ils finissent par nous démolir par en dedans. Aussi bien qu'en dehors. Puis pour que je comprenne, puis que j'accepte le fait que j'ai été une victime, bien, Suzanne a été très, très, très patiente avec moi. Elle m'a aidée à prendre des prises de conscience. Comme que le père de mon bébé, à l'époque, il était en prison, ben on s'écrivait des lettres. Presque chaque semaine, je dirais. Puis dans ces lettres-là, ben, crois-le pas, ben on y trouvait encore pas mal beaucoup de violence dans la façon dont il me parlait, dans les termes utilisés, dans les tournures de phrases qu'il faisait, on trouvait encore un brin de violence dans tout ça. Donc, pour y voir plus clair, elle m'avait demandé d'en apporter une. J'ai pris des plus récentes qu'il m'avait envoyées. Je ne savais pas lesquelles choisir, fait que j'ai pris dans les plus récentes. Là, j'ai pris une ou deux là, dans les plus récentes qu'on s'était écrites. Fait que là, elle voulait me voir que je vivais encore de la violence conjugale avec lui. Comment qu'elle a fait ça? C'est qu'elle m'a demandé de relire mes lettres et de souligner en jaune ce qui m'avait l'air de la violence. Elle m'en avait un petit peu parlé là, avant, elle m'avait un petit peu expliqué c'était quoi la violence conjugale au juste. Et suite à ça, ben, elle m'a dit, bon, ben, relis tes lettres maintenant que je viens de te donner cette information-là et va souligner en jaune qu'est-ce que tu ressors, toi, comme exemple de violence conjugale dans la lettre. Fait que tant bien que mal, ben, j'ai relu et j'ai relu mes lettres. Puis j'ai été souligner certains des passages que je croyais que c'était de la violence conjugale. C'est sûr, avec tout ça, ben, j'en ai oublié. Mais j'en avais quand même souligné quand même un assez grand nombre. Le fait de faire ça, ça m'a fait prendre une très grosse prise de conscience. J'étais une victime de la violence conjugale. J'ai fini par le reconnaître, mais du bout des lèvres, comme on pourrait dire. Juste sur le bout des lèvres. Pas bien plus.
avec l'intervenante à l'Ombrelle, le Centre de femmes victimes de violences conjugales, j'ai tout vu avec elle. C'est quoi la violence conjugale au juste, les différents types de violences conjugales qu'on avait vus dans la 2e saison et la roue de la violence conjugale également. Puis un jour, elle m'a parlé qu'il y avait un atelier qu'on appelle un atelier de dévictimisation. C'est un atelier sur 21 semaines ou 22 semaines, je ne me rappelle plus, mais de mémoire, c'était environ ça. Puis, elle m'avait fortement suggéré de le faire, d'y participer, puis que si j'étais pour aller participer à ces ateliers-là, bien, je ne serais pas obligée de venir la voir. Ça m'a fait un peu de quoi, parce que je m'étais quand même un peu attachée à elle. Elle m'avait dit qu'étant donné que j'étais pour être accompagnée par des personnes spécialisées dans le domaine pendant ces 21 semaines-là, bien, on n'aurait pas besoin de se voir. Fait que je l'ai fait. Puis quand je l'ai commencé, là, je n'étais pas encore convaincue, moi, là, à 100% que j'ai été victime de la violence conjugale. Fait que tu vois, même si tu le reconnais pas, c'est pas grave. Si tu penses que la façon dont ton conjoint te traite, c'est pas correct, fie-toi là-dessus. On a un instinct, j'allais dire, on a un instinct, nous, les femmes, qui est peut-être qui est pas mal développé. Il y en a certains hommes qui peuvent l'avoir aussi, mais je pense on est comme, parce qu'on est plus proche de nos émotions, tout ça, donc on est plus proche de notre instinct. Si ton instinct te parle et te dit que c'est pas une bonne personne pour toi, mais que tu te reconnais pas comme victime de violence conjugale, mais tu vis quand même des choses qui se rapprochent à ça, ben c'est correct. Si tu penses que tu es en danger, surtout, il faut que tu t'en ailles. Puis, c'est important, même si tu te reconnais pas comme une victime, c'est pas grave. Au début, je croyais que tout était mérité dans ce que je recevais. Comme que je t'ai dit plus tôt, je pensais que j'avais tout mérité parce qu'il me l'a dit que je le méritais. Là, il y a comme une lumière à un moment donné en nous qui allume, qui fait comme « Ah, hey, faut que je m'en aille », mais c'est un instinct de survie. OK? Puis après ça, le travail de dévictimisation arrivera. C'est une étape à la fois. Je tiens à le dire. Fait que quand moi, je l'ai commencé, cet atelier-là de dévictimisation, là, d'une 20aine de semaines, je n'étais pas encore convaincue à 100% là, que j'ai été une victime de la violence conjugale. Là. Mais qu'est-ce que ça m'a permis de réaliser, ces ateliers-là? C'est que j'étais en compagnie de d'autres femmes. Puis que j'étais pas la seule à vivre une situation de violence conjugale. Puis entre toi et moi, là, ça m'a vraiment beaucoup réconfortée. Une autre affaire que j'ai réalisée dès le début, là, ça n'a pas été long, là, tu sais, quand on a fait nos présentations, c'est que celle qui animait nos réunions, elle nous a aussi mis quelque chose en lumière, c'est qu'on vit toute la même affaire. Hein? On vit toute la même chose, tout ça. Fait que quand on s'est toutes présentées, j'ai réalisé que la base, elle restait la même affaire. T'sais, on était toutes victimes à un certain niveau de violence verbale, de violence psychologique, de violence sexuelle, de violence monétaire, de violence physique. À un certain niveau, la base est là et tout le monde, sans exception, le parlait. Tout le monde avait une intensité, je dirais l'intensité était peut-être différente sur différents aspects de la violence que je viens de nommer, mais à la base, on avait toutes été victimes. Ce qui changeait, c'était le nom de notre agresseur.
Le reste, on avait tous le même récit. Puis c'est ça que la personne qui était en charge de nous, l'intervenante qui était en charge du groupe, c'est ça qu'elle nous a mis en lumière. Elle a dit, vous avez vu, vous avez vécu tout le monde de la violence conjugale à des niveaux différents parce que vous n'étiez pas avec le même conjoint manipulateur, contrôlant, violent, narcissique. Mais à la base, on a vécu toute la même affaire. La seule chose qui changeait, c'était le prénom de notre abuseur. Pour ce qui est du reste, comme je viens de dire, le fond, c'était le même. Ça m'a réconforté beaucoup. Ça m'a vraiment beaucoup réconforté de savoir que j'étais pas toute seule là-dedans. Parce que notre conjoint violent, il nous traumatise, puis il nous isole tellement bien qu'on a l'impression qu'on est toute seule au monde. Et c'est là qu'on réalise qu'on n'est pas toute seule au monde. Puis non seulement on n'est pas tout seul au monde, mais il y en a d'autres qui ont vécu la même chose que nous. Fait que ceux qui ont vécu la même chose que nous, ben, ils nous comprennent, ils savent par où qu'on a passé, ils savent le traumatisme par lequel qu'on a passé. Ce qui m'a permis d'apprivoiser peu à peu le fait que j'étais, moi aussi, une victime de la violence conjugale. Comme je le disais, c'est très, très difficile à accepter, même dans un sens de le croire qu'on est une victime. On s'est tellement fait dire souvent qu'on mérite chaque coup. Parce qu'il les a toutes justifiées. Qu'à la limite, qu'on croit que tout ça, c'est normal. Puis qu'effectivement, on le mérite. Il nous l'a tellement répété dans notre tête qu'on finit vraiment, mais vraiment par le croire. Aujourd'hui, j'ai compris qu'à l'époque, je me trompais. J'ai compris également que je méritais pas ce que j'ai vécu. J'ai aussi compris que j'étais une victime. Le plus important, c'est que j'ai accepté ce rôle de victime. C'est une chose qui a 15 ans. Ben, je voyais pas tout ça comme ça. Que je n'acceptais pas du tout, non plus. Oh que non, que je ne l'acceptais pas. Mais entre toi et moi, là, c'est difficile d'accepter ce titre de victime de la violence et surtout de le reconnaître. Certaines personnes vont peut-être rester coincées là-dedans pendant plusieurs années. Puis se déclarer comme étant une victime, puis que chaque chose négative leur arrive à eux autres, puis qu'ils font donc pitié, puis qu'ils sont donc pris dans ce pattern-là de victime. Ils diront même que c'est une fatalité. Puis ils vont rester dans cette position-là très longtemps. C'est correct. Il ne faut pas les juger. Peut-être qu'eux autres, ils ne connaissent pas d'autre chose que ça. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir un bon encadrement, puis d'aller chercher de l'aide. Puis peut-être qu'ils ne connaissent pas d'autre chose. On ne sait pas. Mais il y en a d'autres. Par contre, eux autres, ils vont vouloir se battre contre vents et marées. Comme une guerrière qui combat tous les obstacles qui s'ouvrent devant elle. La guerrière va aller droit devant pour vaincre chacun des démons intérieurs, pour vaincre chaque petite bataille. Elle ne cherche pas à gagner la guerre. Elle cherche à gagner les courtes et les longues batailles mises sur sa route. Ces batailles-là
qui vont la rendre plus forte, un peu plus chaque jour. Ces petites batailles gagnées chaque jour nous rend plus fortes, nous aident à reprendre confiance et nous rend résilientes. Oh que oui. Ensemble, on peut donner de l'espoir à d'autres victimes de violences conjugales qu'à force de persévérance et avancer un pas à la fois, on va combattre nos démons intérieurs. Nous vaincrons contre nos agresseurs. Nous deviendrons des guerrières. Nous deviendrons des survivantes. Car oui, on survit à ce genre de maltraitance que nous avons vécu dans le passé avec ces êtres pervers, narcissiques, manipulateurs, contrôlants et violents. Ces êtres-là nous ont dépourvus de notre identité, de notre pouvoir, de notre raison de vivre. À la limite, on vit dans leur ombre à eux, sous leur contrôle le plus total, jusqu'au point de s'y perdre totalement et ne plus savoir qui nous sommes réellement. Retrouver notre pouvoir intérieur est comme renaître à la vie. Il y a l'espoir. On peut y arriver. Je vous souhaite bon courage. Puis on va se revoir de l'autre côté du miroir. On se voit du côté lumineux de ton chemin vers ta reconstruction. Merci de votre écoute et j'espère très sincèrement que cela vous a donné un petit peu d'espoir pour voir qu'on peut passer du rôle de victime jusqu'à survivante. Je vous souhaite un bon courage. Je vous invite à vous procurer mon livre « La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté ». 1$ de chaque vente va être remis à l'Ombrelle, l'organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales, que je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans mon épisode du jour vers lequel je m'étais tournée pour aller chercher de l'aide. Donc, je vais remettre 1$ à chaque vente de livre et vous allez recevoir une copie dédicacée. J'ai un certain nombre de copies disponibles en format papier. Donc, si vous le voulez, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer par la poste et de le dédicacer. Comme je disais, 1$, ça va directement à l'Ombrelle. Donc, je vous remercie très sincèrement pour votre écoute aujourd'hui. Je vais vous mettre encore en note d'épisode, comme j'ai fait dans ma saison 2, les ressources utiles pour vous aider à vous en sortir. Parce que, oui, vous pouvez vous en sortir. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Puis, j'ai très hâte de vous reparler dans mon 2e épisode de la saison 3. À tous ces êtres qui ont survécu, à tous ces gens non reconnus qui veulent de l'amour sans retenue, avec un cœur qu'on a détenu. T'as pas choisi cette destinée, une vie sombre sans demander. Faut du courage pour passer ça. Tu n'es pas seul
dans ce combat. Changer